Bonjour Eve, aujourd'hui on plonge dans un sujet super important pour tous les créatifs. Ah oui, lequel? Comment on se construit un PC qui tient la route pour la 3D, la VR, le montage, l'IA, enfin tout ça quoi. Ah, vaste sujet. On se base sur quoi? On a un article de ganakel.com du 12 mai 2025, il s'appelle «Ne faites pas l'erreur d'un PC». Intéressant comme titre, ça donne le ton? Carrément. Et le message de base c'est «Attention, faut pas prendre un PC gamer pour faire de la prod, c'est pas la même chose». C'est une erreur classique, ça. Voilà. L'article dit qu'il faut une approche d'ingénieur, penser système. C'est-à-dire? Ben, voir comment les composants communiquent entre eux, tu vois. Pas juste une liste de courses. Ah oui, je vois, l'interaction entre les pièces. C'est ça. Surtout qu'on passe de plus en plus de la simple conso à la vraie production. Avec l'IA locale, Stable Diffusion, Comfy UI et compagnie. Exactement. Et ça tire fort sur la machine. Le GPU, la VRAM, la RAM, le stockage rapide, tout est sollicité à fond. Clairement. Donc notre but d'aujourd'hui, c'est de donner des clés techniques, fonctionnelles, pour aider, disons, les étudiants, les futurs pros, En graphisme, archi, jeux vidéo, animation. voilà, pour qu'ils montent une machine qui non seulement fait le job maintenant, mais qui puisse aussi évoluer avec leur projet. Bon, on décortique tout ça, hein. Allez, c'est une excellente approche. Voir la machine comme un système, c'est fondamental. Hmm. Parce que les logiciels pros, que ce soit Blender, Unreal Engine, DaVinci Resolve ou la suite Substance 3D, Ils sont gourmands, hein? incroyablement. Et ce qui compte, c'est pas juste la puissance brute d'un seul composant, genre le CPU ou le GPU, c'est l'équilibre général, c'est l'harmonie de l'ensemble. C'est ça. La stabilité, la vitesse de communication entre les composants, la bande passante, quoi, la bonne gestion de la mémoire, la capacité à encaisser plusieurs tâches lourdes en même temps. Tout ça, c'est stratégique. Et s'il y a un maillon faible, Bah, c'est tout le système qui ralentit. C'est le fameux goulet d'étranglement, le bottleneck. et là c'est la frustration assurée, perte de temps, Exactement. Donc, penser système, c'est la clé pour éviter ça. c'est clair. Et l'article insiste beaucoup là-dessus, sur cette interconnexion entre le CPU, le GPU, la RAM, le stockage. Exactement. La carte mère qui relie tout, l'alimentation, le refroidissement, même le boîtier, hein. Oui, le boîtier, c'est vrai. Faut que ça fonctionne ensemble, de manière fluide. C'est ça, il faut une compatibilité logique, mais aussi thermique et énergétique. Faut pas qu'un truc chauffe trop et ralentisse les autres ou que la lime soit trop juste. Ok, commençons par le cerveau alors. Le processeur, le CPU. Comment on choisit? Ça a l'air compliqué. Bah, ça dépend vraiment de ce qu'on fait le plus en fait. L'article distingue bien, Ah oui. oui. Pour des tâches comme la modélisation 3D, le compositing vidéo, où on a besoin de réactivité immédiate, tu vois, Mhm. quand on manipule directement les objets, les images, Voilà. là, l'article conseille de privilégier une haute fréquence turbo, genre au-dessus de 5.0 GHz, c'est bien. Comme un sculpteur rapide pour les détails. C'est une bonne image. Les architectures récentes comme AMD Zen 4 ou Intel Ultra-Core sont citées pour ça, pour leur faible latence. Bête cœur. Et pour les tâches plus lourdes, de longue haleine, genre le rendu final d'une scène 3D, les simulations complexes, l'encodage vidéo, Ah, là c'est différent. L'article change de braquet, comme tu dis. là c'est plus la vitesse brute instantanée qui compte. Moins. Là, c'est plutôt le nombre de bras qui travaillent en parallèle. Le nombre de cœurs. D'accord. Combien? L'article parle de 12 à 32 cœurs physiques. C'est déjà costaud. Plus il y a de cœurs, plus on peut traiter de tâches en parallèle. Comme une équipe, quoi. Ok. Et d'autres trucs à regarder pour ces tâches longues? Oui, l'hyperthreading, qui double virtuellement les cœurs, c'est utile. Le support d'instructions spécifiques, comme l'AVI 512 pour certains calculs. C'est technique ça, hein. Un peu, mais ça peut faire une vraie différence sur certains logiciels. Et aussi une bonne quantité de mémoire cache L3. C'est une mémoire ultra rapide intégrée au CPU. Le but c'est que la machine tienne la distance sur des heures de calcul, c'est ça? Exactement. Stabilité et performance soutenues. Et pour ça, faut aussi maîtriser la chaleur. L'article parle d'un TDP, l'enveloppe thermique, autour de 100-200 watts. Qui veut dire? Qu'il faudra un bon système de refroidissement. On y reviendra. Compris. Bon, on a le cerveau. Passons aux muscles et aux yeux pour le calcul lourd. La carte graphique, le GPU. Son rôle a explosé, non? C'est plus juste pour afficher des jeux. Ah non, plus du tout. C'est devenu une pièce maîtresse pour la création. Un deuxième cerveau, en fait, mais hyper spécialisé. Spécialisé dans quoi? Dans le calcul parallèle, massivement parallèle, via des technologies comme CUDA chez NVIDIA ou OpenCL. Ok. Hmm.
Le GPU est utilisé à fond pour le rendu 3D, les effets spéciaux, les simulations, l'IA et même pour accélérer le montage vidéo dans des logiciels comme DaVinci Resolve. Donc, hyper important de bien la choisir. C'est quoi les critères clés? La mémoire vidéo, la VRAM, j'imagine. Absolument crucial. La VRAM, c'est la mémoire propre de la carte graphique. Elle stocke tout ce sur quoi le GPU travaille. Textures, modèles 3D complexes, données d'IA. Et il en faut combien? L'article donne un seuil, minimum 16 Go, pour être à l'aise en 3D, disons. Minimum. Oui. Si on commence à toucher à la vidéo 6K, 8K ou à la VR professionnelle avec des modèles très lourds, là il faut viser 24 Go, voire plus, si le budget suit. D'accord, 16 Go minimum, 24 ou plus pour le très lourd. Et après la VRAM? Le nombre de cœurs spécialisés, les cœurs CUDA pour le calcul général, les cœurs Tensor pour l'IA et les cœurs RT pour le ray tracing. Le ray tracing, c'est pour la lumière réaliste, c'est ça? Exactement. Ça simule le trajet de la lumière, très utilisé dans les moteurs comme Unreal Engine 5. Plus il y a de ces cœurs, plus ça va vite. Il faut regarder aussi les technos genre OptiX, DLSS. Oui, OptiX chez NVIDIA, c'est une accélération spécifique pour le ray tracing dans beaucoup de logiciels pro. Et DLSS, c'est l'IA qui améliore l'image ou la fluidité. Très utile. L'article parle aussi de la stabilité des pilotes, surtout pour les cartes pro. C'est si différent des cartes gamer. Pour un usage pro intensif, oui, ça peut faire une différence. Les cartes pro, comme les gammes RTX pour créateurs chez NVIDIA, Genre les anciennes Quadro, mais modernisées. un peu l'idée, oui. Leurs pilotes sont souvent testés plus longuement pour la stabilité sur des calculs qui peuvent durer des jours, des rendus, des simulations. Ah ouais, quand même. Elles peuvent parfois mieux gérer certaines erreurs aussi. Mais bon, c'est souvent plus cher. C'est un équilibre à trouver. Et attention à la conso et à la chaleur, j'imagine. Oh que oui, ces cartes puissantes, ça consomme énormément et ça chauffe. Donc il faut prévoir une alimentation solide et un boîtier très très bien ventilé. Voire un refroidissement liquide pour le GPU lui-même. Dans certains cas, pour les très grosses cartes, oui, ça peut être une solution. Ok. CPU, GPU. Parlons de la mémoire vive, la RAM. C'est l'espace de travail de l'ordi, c'est ça? C'est une excellente analogie, oui. La RAM, c'est l'atelier. Plus il est grand, plus on peut étaler de projets en même temps. Exactement. Si tu jongles entre ton soft 3D, Photoshop, ton navigateur avec 50 onglets de référence, et peut-être un outil d'IA qui tourne en fond. Ce qui arrive souvent. Tout ça, ça prend de la place dans l'atelier. Si l'atelier est trop petit, ça devient vite le bazar et tout ralentit. Logique. Et pour 2025, l'article recommande quoi comme atelier? Quelle techno? Quelle taille? Alors, la techno, c'est clair, DDR5, c'est la norme actuelle, plus rapide. Faut regarder la vitesse, les MHz. Oui, viser une bonne fréquence, genre 6000 MHz ou plus, et une latence faible. On parle de CAS latency ou CL. Plus c'est bas, mieux c'est. CAS 30 ou moins, c'est bien. Et il y a un truc important à faire, non? Pour qu'elle tourne vraiment à cette vitesse. Ah oui, très important. Activer le profil XMP chez Intel ou eExpo chez AMD. C'est dans les réglages de la carte mère, le BIOS ou l'UEFI. Sinon, Sinon, la RAM tourne à sa vitesse de base, qui est beaucoup plus lente. On paye pour de la vitesse qu'on n'utilise pas. d'accord, faut pas oublier ça. Et en quantité? Combien de gigas? L'article est assez précis. 32 Go, c'est le minimum vital aujourd'hui. En dessous, on risque d'être limité tout le temps. Ok, 32 gigas minimum. 64 Go, c'est le standard confortable pour la plupart des usages 3D et vidéo actuels. C'est ce que beaucoup de pros recommandent. Et si on fait du très très lourd? Genre simulation complexe, montage 8K natif, scène 3D avec des textures énormes, là il faut passer à 128 Go. Carrément. Voire 192 Go sur certaines cartes mères très haut de gamme qui ont 8 slots de RAM. Mais là on est dans des cas spécifiques. Et si on n'a pas assez de RAM, concrètement, il se passe quoi? À part que ça rame? Le système, il manque de place dans son atelier, la RAM. Du coup, il va utiliser le disque de stockage comme extension temporaire. Le fameux swap. C'est ça. Il écrit des données de la RAM sur le disque pour faire de la place. Sauf que le disque, même un SSD rapide, c'est beaucoup, beaucoup plus lent que la RAM. Et le résultat? Tout devient hyper lent. Les logiciels répondent mal, l'interface peut même friser. C'est une énorme perte de temps et d'énergie. Vraiment à éviter. Ça me parle, malheureusement. Bon, passons au stockage, justement. L'article propose une approche à plusieurs niveaux, comme une pyramide. Oui, c'est très pragmatique et efficace. L'idée, c'est d'utiliser le bon type de stockage pour chaque besoin. Pas besoin de tout mettre sur le disque le plus cher. Alors, tout en haut de la pyramide. Pour le système,
les logiciels, les projets sur lesquels on bosse activement. Là, il faut de la vitesse. Donc, un SSD NVMe très rapide, si possible, en PCIe 5.0. PCIe 5.0, ça va vraiment plus vite. Ah oui! L'article parle de débits qui peuvent dépasser les 10 gigaoctets par seconde en lecture. C'est énorme! Et ça change quoi concrètement? Ça réduit drastiquement les temps de chargement, démarrage du système, lancement des gros logiciels comme Unreal ou After Effects, ouverture des projets lourds. Tout est plus rapide. Et quelle taille pour ce disque système projet actif? L'article suggère 1 à 2 téraoctets, pour avoir de la place pour le système, les applis et les fichiers de travail courants. Ok. Et le niveau en dessous? Pour les trucs qu'on utilise souvent, mais moins critiques, genre les bibliothèques d'objets 3V et les textures, les caches des logiciels. Pour ça, un deuxième SSD NVMe, c'est parfait. Peut-être en PCIe 4.0, qui est déjà très rapide et un peu moins cher que le 5.0. Et plus gros. Oui, genre 2 à 4 Tera. C'est un bon compromis performance-capacité-prix pour stocker tous ces assets et les fichiers temporaires. D'accord. Et encore en dessous, pour les archives, les sauvegardes, les rushs vidéo qu'on a filmés, mais qu'on ne monte pas tout de suite. Là, on n'a plus besoin de la vitesse extrême du NVMe. Donc on peut descendre dans la pyramide. Vers quoi? Un bon vieux disque dur mécanique, HDD. Ils offrent de très grandes capacités pour pas cher. Genre 8 Tera ou plus. Ou alors un gros SSD SATA. SSD SATA, c'est plus rapide qu'un HDD, non? Oui, bien plus rapide qu'un HDD, mais moins qu'un NVMe. C'est un bon choix pour les sauvegardes locales ou stocker des médias bruts auxquels on accède moins souvent. Le coût au Tera est plus bas que le NVMe. Et tout en bas de la pyramide, pour la sécurité à long terme, l'archivage. Là, l'article parle de solutions externes. Un NAS, un serveur de stockage en réseau, c'est idéal. Pourquoi un NAS? Pour les sauvegardes automatiques de la machine, pour partager des fichiers facilement si on bosse à plusieurs, et pour archiver les projets finis en toute sécurité, à l'abri. On peut aussi utiliser un système RAID externe connecté en USB ou Thunderbolt. Ok, cette hiérarchie du stockage, ça a vraiment du sens. Mettre la vitesse là où ça compte et la capacité ailleurs. Exactement. Optimiser le budget et l'usage. Mais tout ça, ça se connecte où? C'est là qu'intervient la carte mère, j'imagine. Le chef d'orchestre? C'est exactement ça. La carte mère, c'est la colonne vertébrale du PC. C'est elle qui fait le lien entre tout. Donc son choix est crucial. Faut qu'elle soit compatible avec le CPU choisi déjà. Oui, le fameux socket. AM5 pour les AMD récents, LGA 18051 pour les futurs Intel, par exemple. C'est la première chose à vérifier. Et ensuite, elle détermine la RAM. Oui, combien de barrettes de RAM, DDR5 on peut mettre, souvent 4, parfois 8 sur le très haut de gamme, et la quantité maximale supportée. L'article mentionne jusqu'à 192 Go sur certaines. Et c'est elle qui gère la communication rapide entre tout, les fameuses lignes PCIe. Précisément, c'est elle qui distribue les voies de communication, pour exploiter à fond les GPU et SSD NVMe les plus rapides en PCIe 5.0. Il faut quoi? Il faut une carte mère avec un chipset récent qui gère ça nativement. L'article cite les X670E ou X861 chez AMD ou le Z890 chez Intel. Ces chipsets offrent plus de lignes PCIe 5.0. Et pour les SSD NVMe, faut regarder les ports M2? Combien il y en a et de quel type? L'article suggère au moins 3 emplacements M2, idéalement compatibles PCIe 4.0 ou 5.0. Sans oublier la connectique externe. Hyper important pour brancher tout le reste. Essentiel. Il faut plein de ports USB et des rapides. USB-C, USB-A 3.2 Gen 2. Et Thunderbolt, c'est utile. Ah oui, Thunderbolt 4 ou au moins USB 4, c'est top pour brancher des écrans haute définition, des docks ou des SSD externes très rapides. Et le réseau? Du Wi-Fi récent, 6E ou 7, c'est bien, et un port Ethernet rapide, 2.5 gigabits ou même 10 gigabits, surtout si on utilise un NAS pour les sauvegardes ou le partage de fichiers lourds. L'article mentionne aussi un truc technique, les VRM. C'est quoi? Ah, les VRM, c'est le système d'alimentation du processeur sur la carte mère. C'est crucial pour la stabilité, surtout si on a un gros CPU qui consomme beaucoup. Faut qu'il soit costaud et bien refroidi. Exactement. Des VRM de qualité avec de bons dissipateurs thermiques, ça assure que le CPU reçoit un courant stable, même en pleine charge pendant des heures. Ça évite les plantages et ça préserve le matériel. Bon, on a le cerveau, CPU, les muscles, GPU, l'atelier, RAM, les placards, stockage, la colonne vertébrale, carte mère. Il manque l'énergie et de quoi évacuer la chaleur, non? Tout à fait. L'alimentation, PSU, et le système de refroidissement.
Et l'article insiste bien là-dessus. C'est souvent négligé, ça. Oui, et c'est une grave erreur. Une alimentation sous-dimensionnée ou de mauvaise qualité, c'est la porte ouverte aux instabilités, au redémarrage intempestif, Voire pire. voire endommager des composants coûteux. Faut pas jouer avec ça. Alors, comment on choisit la bonne puissance? Il faut estimer la consommation maximale du système, surtout CPU plus GPU en pleine charge, et ajouter une bonne marge de sécurité. L'article suggère environ 30%. Ce qui nous amène à combien de watts, typiquement? Pour une station de travail créative moderne avec un gros CPU et un gros GPU, on parle souvent de 1000 watts, voire 1200 watts pour être tranquille. Et il y a des labels de qualité? Oui, la certification ETI+, visez au moins ETI+ Gold ou Platinum si possible, ça garantit une bonne efficacité énergétique, donc moins de gaspillage et moins de chaleur dégagée. La modularité, c'est utile? Très. Une alim modulaire, ça veut dire que les câbles sont détachables, on ne branche que ceux dont on a besoin. C'est beaucoup plus propre pour le montage et ça améliore le flux d'air dans le boîtier. Faut vérifier aussi la compatibilité avec les normes récentes, ATX 3.0, le connecteur 12VHPWR. Oui, surtout le 12VHPWR ou 12V26 maintenant, c'est le nouveau connecteur d'alimentation pour les cartes graphiques NVIDIA récentes qui consomment beaucoup. Une alim ATX 3.0 native le gère mieux. Ok pour l'énergie et pour le refroidissement. On veut que ça tourne à fond, mais sans bruit d'avion et sans transformer le bureau en sauna. C'est tout le défi. La chaleur, c'est l'ennemi numéro 1 de la performance et de la longévité. Alors, pour le CPU, qu'est-ce qui est efficace? L'article recommande soit un bon système de refroidissement liquide tout en un, IEO, genre avec un radiateur de 360 mm, C'est les trucs avec les tuyaux liquides. c'est ça. Soit un excellent ventirad à air, mais en gros modèle, souvent avec 2 tours de dissipation et de ventilateur. Les deux peuvent être très performants. Et pour le boîtier lui-même, faut juste qu'il soit joli. Ah non, surtout pas. Il faut penser flux d'air. L'air frais doit pouvoir rentrer facilement par l'avant ou le bas. Et l'air chaud doit être expulsé efficacement par l'arrière et le haut. Exactement. Un flux d'air linéaire et sans obstruction. Il faut aussi des filtres à poussière amovibles et faciles à nettoyer. Et le bruit des ventilateurs? Important aussi. Choisir des ventilateurs de qualité et utiliser le contrôle PWM. PWM? C'est une technologie qui permet à la carte mère de réguler la vitesse des ventilateurs automatiquement en fonction de la température. Ça permet d'avoir un bon équilibre, silencieux au repos, efficace en charge. Donc un bon refroidissement, c'est pas du luxe, c'est la garantie. De performance stable sur la durée, parce que les composants ne vont pas ralentir à cause de la chaleur, throttling, et ça prolonge leur durée de vie. Et ça réduit le bruit. Que du bonus! Parfait. On a presque tout vu. Mais on ne peut pas finir sans parler de l'interface principale avec notre travail. L'écran, ou les écrans même. Ah oui, essentiel! C'est là qu'on passe nos journées. Qu'est-ce qui fait un bon moniteur pour la création, selon l'article? Plusieurs critères importants. D'abord, la taille. 27 à 32 pouces, c'est devenu un standard confortable pour avoir de l'espace. La technologie de la dalle, IPS, OLED. L'IPS est réputé pour sa bonne fidélité des couleurs et ses angles de vision larges. L'OLED offre des noirs parfaits et des contrastes incroyables. Mais attention au risque de marquage, burn-in sur le long terme avec des éléments statiques. La résolution, QHD, 4K. L'article recommande au moins un QHD, 2560 x 1440, mais la 4K, 3880 x 2160, offre une netteté vraiment supérieure, idéale pour voir les détails fins en graphisme ou en vidéo. Et le point crucial, les couleurs, j'imagine. Absolument non négociable pour les métiers de l'image. Il faut viser une excellente couverture des espaces colorimétriques. C'est-à-dire? Au moins 100% de l'espace sRGB, standard pour le web, et Rec 709, standard pour la vidéo HD. Et idéalement, plus de 95% du DCI-P3, qui est plus large et utilisé au cinéma et pour le contenu HDR. Faut regarder les certifications? Calmant Verified ou des trucs comme ça? Oui, ça peut être un gage de qualité et d'un bon calibrage d'usine. Mais un calibrage régulier avec une sonde reste recommandé pour les pros exigeants. Le support HDR est aussi de plus en plus demandé. Et l'ergonomie, ça compte? Bien sûr, un pied réglable en hauteur, inclinaison, rotation, c'est indispensable. La compatibilité VSA pour pouvoir mettre l'écran sur un bras articulé, c'est un plus. Et un bon traitement anti-reflet. Pour le brancher, on utilise quoi? DisplayPort, HDMI, DisplayPort 1.4 ou HDMI 2.1 pour gérer les hautes résolutions et les hauts taux de rafraîchissement si besoin. Et l'USB-C, c'est pratique. Très. Un port USB-C avec Power Delivery PD d'au moins 90 watts, comme le suggère l'article, c'est génial.
Ça permet de brancher un ordinateur portable avec un seul câble qui transmet la vidéo, les données USB et recharge le portable. Thunderbolt 4, c'est encore mieux. Oui, ça offre plus de bandes passantes, on peut chaîner plusieurs écrans ou périphériques. Très puissant. Et pour la VR, l'article dit quelque chose? Il suggère d'avoir un deuxième écran, plus classique, pour pouvoir travailler facilement quand on n'a pas le casque sur la tête. Sans oublier les ports USB pour le clavier, la souris, la tablette graphique. Évidemment. Faut pas être à court de ports. Tout ça nous ramène au message central de l'article, finalement, la cohérence de l'ensemble. C'est exactement ça. Avoir les meilleurs composants sur le papier, ça ne sert à rien s'ils ne fonctionnent pas bien ensemble. C'est le piège classique. L'article donne des exemples de ce qu'il ne faut pas faire. Oui. Genre un processeur surpuissant mais bridé par de la RAM trop lente ou pas assez de RAM, ou une carte graphique hors de prix qui étouffe dans un boîtier mal ventilé et qui perd la moitié de ses performances. Ou un SSD NVMe ultra rapide branché sur un port M2 plus lent qui limite son débit. C'est ça. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une machine équilibrée. Chaque composant doit pouvoir donner son plein potentiel. Et tout ça doit être aligné avec l'usage prévu et si possible avoir une marge pour l'avenir. Voilà. Anticiper un peu l'évolution des logiciels, qui sont de plus en plus gourmands, et s'assurer que la plateforme, carte mère pilote, sera suivie et mise à jour pendant quelques années. C'est ça la pérennité. Donc au final, choisir sa station de travail, c'est pas un achat coup de cœur comme on achèterait une console de jeu. C'est plus une analyse fonctionnelle, une démarche stratégique. C'est tout à fait ça. L'article le dit bien. Une machine mal pensée, c'est de l'argent jeté par les fenêtres, mais c'est surtout du temps perdu et de la frustration au quotidien. Ce qu'il faut viser, c'est la cohérence, la compatibilité, l'évolutivité. Et surtout, la stabilité. Pour un outil de travail, c'est primordial. Une configuration bien pensée aujourd'hui, elle peut tenir la route pendant 4, 5, voire 6 ans sans être complètement à la ramasse. Ce qui est un bon retour sur investissement. Exactement. Donc, avant de sortir la carte bleue, faut se poser les bonnes questions. Oui, oui. Quelle est la taille et la complexité habituelle de mes projets? Est-ce que je fais beaucoup de multitâches intensifs entre plusieurs logiciels gourmands? Combien de temps je veux pouvoir garder cette machine avant de devoir la renouveler? C'est une vraie planification à long terme de son outil de production, en fait. C'est ça, et ça mérite de prendre le temps de bien faire les choses dès le départ. D'ailleurs, pour aider, l'article cite des outils utiles, non? Oui, il mentionne des sites comme pcpartpicker.com, qui est génial pour vérifier les compatibilités entre les composants, ou les configurateurs intégrés sur des sites de vente comme LDLC ou matériel.net. Et l'auteur de l'article sur genakel.com propose même un coup de main personnalisé, c'est ça? Oui, apparemment, on peut le contacter pour être accompagné et définir vraiment la bonne machine pour son usage. C'est une bonne ressource. Et j'aime beaucoup la phrase de conclusion de l'article. Restez curieux, restez malin, créez avec la bonne base. C'est une belle synthèse, ça résume bien l'esprit. C'est un excellent mot de la fin pour la partie purement technique de la machine. Tout à fait. Et pour peut-être ouvrir une dernière petite piste de réflexion qui prolonge cette idée de système optimisé, Ah oui? l'article se concentre logiquement sur les composants internes de la machine, mais si on voit le processus créatif comme un tout, on pourrait se demander comment l'environnement physique autour de la machine interagit avec elle et avec nous. Tu penses à quoi? L'agencement du bureau, la qualité de l'éclairage de la pièce, l'acoustique pour éviter la fatigue auditive, l'ergonomie de la chaise, la position des écrans. Ah oui, tout l'écosystème autour de la tour. Voilà. Est-ce que l'optimisation de cet environnement physique ne pourrait pas, elle aussi, avoir un impact significatif sur notre flux créatif, notre concentration, notre bien-être, au-delà de la seule puissance de calcul brute de la machine? C'est une excellente question. Ça dépasse le cadre de l'article, mais ça prolonge bien l'idée d'optimiser l'ensemble du système de création. C'est une réflexion complémentaire pour une approche vraiment globale de l'outil et de son usage.